Perdue dans les montagnes sans nourriture, elle pria pour un miracle et un guerrier Comanche. Il la trouva. Le cheval de Clara Webb avait disparu. Elle se tenait au bord d'un étroit sentier de montagne, avec rien d'autre que le vent froid pressant contre son visage et le bruit des pierres dégringolant quelque part loin en contrebas. La corde qu'elle avait attachée à une racine de cèdre était complètement effilochée. Des empreintes de bottes encerclaient la boue où la jument s'était agitée, puis disparaissait dans les pins. C'était le matin. Maintenant, le soleil basculait vers la ligne de crête et la température mordait déjà à travers son manteau de laine. Elle avait quitté Fort Breyer il y a 3 jours avec son frère Dale et 2 hommes engagés. Ils déplaçaient du bétail vers un pâturage plat près du Haut-Cimarron. Un blizzard de fin de saison avait séparé le groupe dans la nuit. Dale était parti après les bœufs de tête quand il s'était enfui vers le sud, et les 2 hommes engagés, Kurt et le vieux Hank, l'avaient suivi à cheval. Clara était restée avec le chariot de provisions. Le chariot de provisions qui se trouvait maintenant quelque part au fond d'un ravin après que la mule eut paniqué dans un virage de schiste instable. Elle s'était extirpée de l'épave avec une paume en sang et un genou gauche meurtri qui la lançait chaque fois qu'elle prenait appui dessus. La mule n'avait pas survécu. Elle ne l'avait pas regardé longtemps. Elle avait pris ce qu'elle pouvait transporter. Une couverture en laine, un petit couteau de ceinture, une tasse en étain et une demi-boîte d'allumettes. Le sac de nourriture était tombé avec le chariot. Tout. Les haricots secs, le seul, le porc, la farine pour les biscuits, jusqu'à la dernière miette. C'était il y a 2 jours. Son estomac ne lui parlait plus avec de bruyants gargouillis. Il s'était tu d'une manière qui semblait encore pire. Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait grandi à la frontière, élevée par un père qui gérait des routes d'approvisionnement à travers la chaîne de montagnes de Sierra de Cristo. Il lui avait dit un jour que le plus dangereux dans la faim, ce n'était pas la douleur. C'était quand la douleur s'arrêtait. Elle appuya son dos contre un rocher et regarda le ciel. De fins nuages se déplaçaient en traînées plates depuis le nord. Des nuages de neige. Elle pouvait le sentir, comme son père le lui avait appris. Cette odeur nette et vive, comme un mélange de fer et de cèdre. De la neige avant le matin, peut-être avant la nuit. Elle avait besoin d'un abri. Elle avait besoin de feu. Elle avait besoin de nourriture d'une manière qui dépassait l'envie et était devenue une nécessité brute que son corps classait comme urgente. Clara avait été élevée de manière pratique. Sa mère était morte quand elle avait 9 ans et son père les avait élevés, elle et Dale, de la même manière, avec les mêmes leçons, les mêmes attentes. Elle pouvait pister un cerf à travers les pins ou panser une blessure. Elle pouvait lire le temps. Ce n'était pas une femme portée à la panique et elle ne paniquait pas maintenant. Mais elle était honnête avec elle-même, ce qui était une forme de courage en soi. Et honnêtement, elle était en difficulté. Elle trouva une piste de cerf se dirigeant vers le nord-est le long de la pente et la suivit. Son genou protestait dans les descentes. Elle continua d'avancer. Le sentier serpentait à travers un bosquet de trembles qui cliquetaient dans le vent comme des os secs, puis débouchait sur une large corniche de roches qui surplombait le fond d'une vallée dont elle ne pouvait voir le bas. La vue était immense, des kilomètres de paysages accidentés, crête après crête, devenant bleu, puis encore plus bleu. Et quelque part en bas, un filet de fumée s'élevant de ce qui pouvait être un feu ou une illusion d'optique. Elle le fixa. Ce n'était pas une illusion. La fumée bougeait comme la fumée bouge, paresseuse et s'enroulant au sommet. Quelqu'un était là-bas. Elle mesura la distance avec ses yeux, comme son père le lui avait appris, et sentit le jour se rétrécir autour d'elle. Trop loin pour être atteinte avant la nuit, trop escarpée sur cette face pour descendre en sécurité avec un mauvais genou et sans corde. Clara s'assit sur la roche froide, enroula la couverture autour de ses épaules et regarda la fumée jusqu'à ce que la lumière commence à virer à l'orange. Sans une masse l'orange, que le vent se lève et que les premiers flocons de neige arrivent de côté depuis la crête. Elle pensa à Dale. Il la chercherait. Il serait retourné à Fort Breyer maintenant, aurait rassemblé une équipe de recherche et serait reparti. Ce n'était pas un homme qui abandonnait quoi que ce soit. Il avait une fois chevauché 3 jours dans une tempête de poussière pour retrouver le chien perdu de l'enfant d'un voisin. Elle avait chevauché avec lui cette fois-là, le traitant de fou tout le long du chemin, et l'aimant complètement pour ça. Elle devait rester là où on pouvait la trouver.
Se déplacer dans le noir sous la neige, c'était comme ça que les gens se perdaient pour de bon. Elle trouva un abri peu profond sous un surplomb rocheux à 30 mètres en retrait de la corniche et rampa dessous. Le sol y était sec, à l'abri du vent. Elle rassembla un petit cercle de pierres et alluma un feu avec des brindilles de trembles mortes et quelques branches de pin sèches qu'elle trouva appuyées contre la paroi rocheuse, comme si quelqu'un les avait laissées là exprès. Le feu était petit mais réel. Elle le nourrissait avec soin, comme on nourrit quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Elle fit fondre de la neige dans la tasse en éteint et la but. Puis elle en fit fondre davantage et la but. L'eau aidait. Ça ne réglait rien, mais ça aidait. Et la neige dehors s'épaissit, le vent tomba, et le monde devint silencieux comme les nuits en montagne deviennent silencieuses. Ce n'est pas un silence paisible, mais le silence de quelque chose d'énorme qui retient son souffle. Clara s'enveloppa dans la couverture, le dos contre le rocher et le visage tourné vers le feu. Ce n'était pas une femme qui priait souvent. Son père l'avait élevée de manière plus pratique que dévote, et elle avait passé assez de temps dans la nature sauvage pour savoir que la terre ne répondait pas aux prières. La terre était juste là, indifférente, énorme, plus vieille que tout ce qui est humain, mais cela faisait 2 jours qu'elle n'avait pas mangé, son genou était enflé jusqu'à la taille d'un petit melon à l'intérieur de sa botte, la neige tombait plus fort, son feu diminuait, et il lui restait peut-être 4 bouts de bois secs. Elle ferma les yeux. Elle ne demanda pas exactement un sauvetage. Elle le demanda le matin. Elle le demanda à être encore en train de respirer quand la lumière reviendrait. Elle le demanda s'il y avait quoi que ce soit qui écoutait que quelque chose tourne en sa faveur. Elle ouvrit les yeux. Le feu s'était réduit à une faible pulsation rouge. À l'extérieur de l'abri, la neige tombait en rideaux épais et doux, et quelque part dans le noir, quelque chose bougeait. Elle l'entendit avant de le voir. Un cheval. Le double bruit sourd de sabots non ferrés sur un sol gelé, choisissant son chemin avec soin entre les rochers. Clara n'attrapa pas son couteau. Elle ne se recula pas plus profondément dans l'abri. Elle resta immobile, regarda l'obscurité et attendit, comme son père le lui avait appris. Parce que fuir quelque chose d'inconnu dans l'obscurité des montagnes, c'était le moyen de tomber d'une falaise. Une silhouette apparut à la lisière de la lumière du feu. Un cavalier. Il était assis sur un cheval tacheté et regardait son feu, puis la regarda elle, et ne bougea pas pendant un long moment. La neige tombait sur ses épaules et dans la crinière du cheval, et ni le cheval ni le cavalier ne semblaient en être dérangés. Clara le regarda. Il la regarda. C'était un Comanche. Elle en savait assez pour le reconnaître. Elle avait grandi assez près du territoire, avait vu assez de visages dans les postes de traite et le long des routes de ravitaillement. Elle n'avait pas peur comme une idiote aurait peur du nombre qu'elle n'aurait jamais essayé de comprendre. Sa peur était honnête, ce qui était différent. Respectueuse de la situation réelle dans laquelle elle se trouvait, seule sur une montagne enneigée, à court de feu, avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qui l'observait depuis l'obscurité. Il dit quelque chose. Elle ne comprit pas les mots. Sa voix était basse et sans hâte. Elle ouvrit les 2 mains et les tendit vers le feu pour qu'il puisse les voir clairement. Il resta assis un instant de plus. Puis il descendit de cheval lentement et facilement, attacha le cheval à une branche et marcha vers l'abri. Il s'accroupit à la lisière de la lumière du feu et regarda son genou. Elle n'avait pas dit un mot sur son genou. Il l'avait vu à travers la couverture d'une manière ou d'une autre. La façon dont il était positionné, la face dont elle se tenait. Et il avait su. Il plongea la main dans un sac à sa hanche et en sortit un morceau de viande séchée. Il le lui tendit. Clara Webb regarda ce morceau de viande séchée comme une femme qui se noie regarde une corde. Elle le prit. Elle le mangea avec précaution, car elle savait ce qu'un estomac vide et une alimentation rapide faisaient à une personne, et parce qu'il lui restait un peu de fierté. Il la regarda sans expression. Puis il regarda son feu et ajouta 2 morceaux de bois sortis de quelque part à l'intérieur de son manteau qu'elle n'avait pas vu. Et le feu reprit, vif et chaud. La neige tombait autour d'eux, la montagne retenait son souffle, et Clara Webb, qui n'avait pas pleuré depuis 7 ans, sentit sa gorge se serrer d'une manière qu'elle choisit d'ignorer complètement. Elle était en vie, pour l'instant. C'était suffisant. Clara ne dormit pas beaucoup cette première nuit sous l'abri. Chaque fois que le feu baissait, elle ouvrait les yeux. Le guerrier Comanche n'avait pas à reparler après ce premier bref échange.
et elle ne l'avait pas pressé de questions auxquelles elle savait qu'il ne pourrait pas répondre dans une langue qu'elle comprenait. Il s'était installé en tailleur de l'autre côté du feu, avec un petit morceau de bois sculpté dans les mains qu'il tournait et retournait sans le sculpter, juste en le tournant comme un homme tourne une pensée. Quand le feu avait besoin d'être nourri, il le nourrissait. Quand sa tasse était vide, il la prenait sans demander, la remplissait de neige et la plaçait près des braises. Il ne l'envahissait pas. Il ne la regardait pas avec quelque chose qui aurait dû l'inquiéter. Il la regardait comme un homme qui a passé des années à lire le temps dans le ciel. Avec attention, mais sans appétit. Elle se réveilla complètement quand la lumière grise arriva, que la neige avait cessé et que le monde à l'extérieur de l'abri était blanc et immobile, les pins courbés sous son poids. Il était déjà debout près de son cheval, vérifiant les sabots de l'animal, passant une main sur chaque jambe. Le cheval tacheté était un bon cheval. Clara avait grandi au milieu des chevaux et elle reconnaissait un animal bien entretenu à l'aspect de son pelage et à sa façon de se tenir. Celui-ci était calme, avec des jambes solides, et il tourna la tête vers elle quand elle bougea, les oreilles en avant, sans alarme. Elle se leva lentement. Son genou était pire dans le froid du matin. Il s'était raidi pendant la nuit, et l'enflure était devenue violette sur les bords. Elle n'émit aucun son à ce sujet. Elle roula la couverture, la fourra sous son bras, ramassa sa tasse en étain et son couteau de ceinture, et testa le genou d'un pas, puis d'un autre. Il la regardait. Elle le regarda directement. « Je dois descendre de cette montagne, dit-elle. Mon frère me cherchera depuis Fort Brillant. » Elle montra l'est, car Fort Brillant était à l'est. Fort Brillant. Il regarda où elle pointait. Il dit quelque chose qu'elle ne comprit pas. Et puis il fit une chose à laquelle elle penserait longtemps d'après. Il regarda son genou, puis son cheval, puis le sentier qui descendait à travers les pins enneigés. Et la signification de ces trois choses, dans cet ordre, était assez claire dans n'importe quelle langue. « Je sais monter à cheval, dit-elle. Je monte depuis l'âge de 4 ans. » Il amena le cheval jusqu'à elle. Elle monta, le genou lui hurla dessus. Elle le laissa hurler, s'installa sur le dos du cheval, serra les lèvres et ce fut tout. Il marchait. Elle ne s'y attendait pas. Elle avait supposé qu'il monterait et qu'elle marcherait, ou qu'il y avait un deuxième cheval quelque part qu'elle n'avait pas vu. Mais il marchait devant le cheval sur le sentier à un rythme plus rapide que celui qu'elle aurait pu tenir à pied, lisant le sol à travers la couverture de neige comme elle pouvait lire une page imprimée. Le sentier n'était pas un sentier qu'elle connaissait. Il serpentait à travers des bois qu'elle n'avait pas traversés en montant, et il lui vint à l'esprit qu'elle ne savait pas exactement où il l'emmenait. Cette pensée arriva, et elle l'accueillit honnêtement. Elle était sur un cheval étranger, sur un sentier inconnu, avec un homme à qui elle ne pouvait pas parler. Il se dirigeait dans une direction qui était probablement l'est, mais peut-être pas. Elle avait son couteau de ceinture. Elle avait son intelligence. Elle avait le fait qu'il l'avait nourrie de viande séchée. On aime avait entretenu son feu toute la nuit et n'avait jamais fait une seule chose pour lui faire peur. Elle décida de faire confiance à la situation, comme son père lui avait appris à faire confiance à la traversée d'une rivière. On ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau, on y va parce que ne pas y aller, c'est une autre façon de mourir. Le cheval descendit prudemment un long lacet, puis entra dans un canyon peu profond où un ruisseau gelé coulait entre des rochers enneigés. Elle pouvait entendre l'eau bouger sous la glace dans un faible murmure. C'était le premier son joyeux qu'elle entendait depuis 2 jours. Il s'arrêta au ruisseau, brisa la glace avec son talon à un endroit mince, remplit une outre et la lui tendit. Elle but, la lui rendit, il but, et ils continuèrent à avancer. 1 heure plus tard, le canyon s'ouvrit et elle vit un camp. C'était un camp d'hiver, petit et organisé, installé dans un bosquet de peupliers où la paroi rocheuse coupait le vent du nord. 3 structures en peau, de la fumée sortant de 2 d'entre elles. Plusieurs chevaux dans un enclos de cordes à l'extrémité. 2 chiens sortirent les premiers en aboyant, puis s'arrêtèrent et s'assirent quand le guerrier émit un seul son calme. Une femme plus âgée apparut au rabat de la structure la plus proche. Elle regarda Clara sur le cheval. Elle regarda le guerrier. Il dit quelque chose. La femme regarda de nouveau Clara. Un long regard direct qui n'était ni hostile, ni chaleureux, juste un regard qui la jaugeait. Comme on mesure une distance qu'il faut franchir. Puis la femme plus âgée fit signe à Clara d'entrer. Clara descendit de cheval,
Le genou faillit la lâcher. Elle attrapa la crinière du cheval et se redressa. Elle ne regarda pas pour voir si quelqu'un l'avait remarqué. Elle marcha jusqu'à la structure et se pencha pour passer par la basse ouverture. À l'intérieur, il faisait chaud. Une vraie chaleur, pas de la chaleur mince et vacillante de son petit feu de montagne. Un vrai feu au centre de l'espace. La fumée s'élevait par un trou au-dessus. Des robes et des couvertures étaient étalées sur le sol. L'odeur de la nourriture. Quelque chose avec de la viande et des racines. Des odeurs qui frappaient dans l'estomac vide de Clara comme un coup physique. La femme plus âgée désigna une robe près du feu. Clara s'assit. La femme s'agenouilla et commença à examiner son genou avec la même économie de gestes concentrés que le guerrier avait montré, pressant ses doigts le long de l'enflure, pliant l'articulation d'un pouce prudent dans chaque direction pour trouver où vivait la douleur. Clara observait le visage de la femme. Il n'y avait rien d'autre que de l'attention. C'était quelqu'un qui avait travaillé avec des blessés de nombreuses fois et savait ce qu'elle regardait. La femme dit quelque chose par-dessus son épaule et une jeune fille de 12 ou 13 ans apporta un pot en argile et ce qui semblait être des feuilles à les envelopper dans une lanière de peau. La femme ouvrit les feuilles, pressa la matière vert foncé contre le genou de Clara, puis l'enveloppa d'une lanière de peau souple. Clara sentit le froid de la matière végétale. Puis, lentement, autre chose. Pas exactement un soulagement de la douleur, plutôt comme si on raisonnait l'enflure. La jeune fille lui apporta un bol de nourriture. Clara l'accepta à deux mains, comme elle avait vu des gens dans les postes de traite accepter des choses des commerçants Comanches. Les deux mains, une petite inclinaison de la tête. Elle ne savait pas si c'était correct, cela lui semblait correct. Elle mangea lentement. De la viande de cerf, de l'oignon sauvage et quelque chose qui aurait pu être un tubercule rôti qu'elle ne pouvait nommer. C'était le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé de sa vie. Et elle était assez honnête pour savoir que c'était surtout la faim qui parlait, mais c'était aussi vraiment bon. Le guerrier n'était pas entré. Elle pouvait l'entendre dehors avec les chevaux, les nourrissant au son de ses gestes. La femme plus âgée s'assit de l'autre côté du feu et regarda Clara manger avec cette même expression de jauge. Clara croisa son regard et ne le détourna pas. Il y avait une question dans les yeux de la femme plus âgée à laquelle Clara ne pouvait répondre, car elle ne parlait pas la langue. La question, pensa-t-elle, était quelque chose comme « Qui es-tu et que nous veux-tu » Clara Webb pressa sa paume contre sa poitrine. « Clara, dit-elle. » La femme plus âgée la regarda. « Clara, répéta-t-elle. La femme fit un son qui n'était pas exactement le nom de Clara, mais qui en avait la forme. Puis elle pressa sa propre paume contre sa poitrine et dit quelque chose. Clara essaya de le répéter. Elle se trompa. L'expression de la femme changea très légèrement. Pas un sourire, mais quelque chose dans le voisinage d'un sourire. Et elle redit le mot, plus lentement. Clara essaya de nouveau. Cette fois, c'était plus proche, et la femme hocha la tête. Une fois, fermement, comme on confirme un fait. Dehors, un chien aboya 2 fois et se tut. Le feu crépita et la chaleur s'installa autour de Clara comme quelque chose de solide. Et elle pensa à Dale, chevauchant quelque part à l'est dans la neige, à sa recherche. Et elle pensa que quand elle le trouverait, elle allait le serrer dans ses bras pendant un temps long et embarrassant. Puis elle pensa à ce que cela signifiait, qu'un étranger l'ait trouvé dans un blizzard sur une montagne sombre et l'ait amené à la chaleur, à la nourriture et aux médicaments, sans qu'on le lui demande, sans être payé, sans qu'on lui donne aucune raison, sauf qu'elle était une personne qui avait besoin d'aide. Elle n'avait pas de mots pour ce qu'elle ressentait. La gratitude n'était pas un mot assez fort. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sauvage. Dehors, la neige recommença à tomber, douce et régulière, et le bosquet de peupliers tenait le camp dans ses bras blancs, et Clara Webb avait chaud. 3 jours passèrent dans le camp, et Clara apprit des choses qu'elle ne s'attendait pas à apprendre. Elle apprit que le nom du guerrier, sous une forme que sa langue pouvait approximer, ressemblait à Nako, et qu'il n'était pas le chef de ce petit groupe, mais qu'il était clairement respecté parmi eux. Comme un homme est respecté quand il s'est montré utile plus d'une fois dans des situations importantes. Il n'était pas vieux. Elle lui donnait 25 ans, peut-être 27. Il se déplaçait dans le camp avec une économie de mouvement. Elle se surprit à l'observer plus qu'elle n'aurait dû, de la façon dont on observe quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et n'a jamais ressenti le besoin de l'annoncer.
Elle apprit que la femme plus âgée qui avait soigné son genou était la tante de Nako, une guérisseuse dont elle finit par se rapprocher assez du nom pour que la femme cesse de la corriger. La jeune fille, sa fille, avait les yeux vifs et curieux et avait pris l'habitude de suivre Clara à une distance prudente, observant tout ce qu'elle faisait. Le genou s'améliora, pas complètement, mais assez pour marcher sans grimacer. La tante changeait le cataplasme 2 fois par jour avec une efficacité concentrée et n'avait jamais l'air d'attendre des remerciements, ce qui donnait à Clara encore plus envie de les lui donner. Le deuxième jour, un jeune homme arriva au camp depuis l'Est. Il parla avec Nako pendant un certain temps et il y avait une qualité dans la conversation que Clara reconnut même sans la langue. Le poids des allers-retours d'une nouvelle information en cours d'examen. Quand ce fut fini, Nako vint là où elle était assise, réparant une fente dans sa botte avec une haleine et une lanière de cuir que la tante lui avait donnée. Il s'accroupit devant elle, montra l'Est et dit un mot. Clara le regarda. Il le répéta, montra l'Est, et elle comprit que c'était un nom. Il disait un nom. C'était un nom avec un D dedans, et c'était suffisant. Dale, dit-elle. Il hocha la tête d'un mouvement ferme, de la même manière que sa tante confirmait les faits. Il me cherche. Clara dit « Et ». C'est ce que vous me dites? Il montra de nouveau l'Est, puis leva 2 doigts, puis montra le sol. 2 jours vers l'Est, ou à 2 jours de distance, ou dans 2 jours quelqu'un vient. Elle n'était pas sûre de la signification, mais les trois voulaient dire la même chose. Je dois aller le rejoindre, dit-elle. Elle montra son genou, puis montra l'Est et le regarda. Il la regarda un moment, puis il se leva et alla vers les chevaux. Elle ne fut pas surprise quand il amena une petite jument brune qu'elle n'avait pas vue auparavant. Un cheval calme avec un dos large, plus facile à monter que son cheval tacheté, bâti pour un rythme de sentier plutôt que pour la vitesse. Il la scella avec une couverture et un tapis. Travaillant avec la concentration de quelqu'un qui fait une chose correctement à chaque fois, non pas parce qu'il se met en valeur, mais parce que mal le faire a des conséquences. Clara se leva, marcha vers le cheval et passa sa main le long de l'encolure de l'animal. La jument tourna la tête et heurta l'épaule de Clara avec son nez d'une manière amicale et professionnelle. « À qui est ce cheval ?» demanda Clara, sachant qu'il ne pouvait pas répondre. Il lui tendit les rênes. Elle le regarda. « Je ne peux pas prendre votre cheval. » Il secoua la tête, non pas pour la corriger, non pas pour argumenter, mais juste pour indiquer qu'elle se trompait sur quelque chose. Puis il montra la jument et dit un mot, et elle comprit au ton que le mot signifiait quelque chose comme « Ce cheval est pour toi. C'est déjà décidé. » La jeune fille était apparue à l'orée du camp et observait avec les mêmes yeux perçants qu'elle utilisait toujours. La tante se tenait à l'ouverture de sa structure et n'avait l'air surprise de rien de tout cela. Clara se tourna vers Nako. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, puis tendit sa main vers lui dans le geste de la poignée de main que son père avait toujours utilisé comme le geste le plus clair de signification entre des gens sans langue commune. Il regarda sa main. Puis il pressa sa propre paume contre sa poitrine, tendit la main et lui serra fermement la main une fois. « Je vais trouver un moyen de vous rembourser, » dit Clara. « Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. » Il répondit quelque chose, et quoi que ce fût, cela avait la qualité d'une chose simplement déclarée et déjà close. Pas une promesse extraite, pas une dette reconnue, plutôt comme si cela n'avait pas besoin d'être dit. Elle monta la jument, prit un moment pour s'installer et trouver le sentier vers l'est avec ses yeux. La tante s'approcha et lui tendit un paquet emballé. De la viande séchée et autre chose, un gâteau plat et dur, fait de baies séchées et de graisse que Clara avait vu la femme préparer au cours des 2 derniers jours. Assez de nourriture pour le voyage. Clara serra le paquet contre sa poitrine. Elle regarda le camp, les 3 structures, la fumée s'élevant dans le matin froid et clair, les chevaux dans l'enclos, les chiens assis à la lisière, l'observant avec un intérêt professionnel, la jeune fille qui regardait toujours depuis les arbres. Elle regarda Nako. Il n'y avait rien d'assez grand à dire, et ce n'était pas une femme qui gaspillait des mots à faire semblant du contraire. Elle tourna la jument vers l'est et partit. Le sentier qu'il avait indiqué était clair dans la neige, une piste de serre qui s'élargissait en quelque chose de plus délibéré en descendant la pente. Et elle le suivit à travers les pins, dans une longue vallée où un ruisseau gelé dessinait de longues courbes lisses entre des prairies enneigées. Le ciel au-dessus était d'un bleu pâle et immense, et la lumière avait cette qualité de cristal froid
qui vient après une neige fraîche, quand tout a une bête, fait fraîche, quand tout est lavé et propre. Elle chevaucha pendant 2 heures sans s'arrêter. La jument trouvait son équilibre sur la glace avec une confiance prudente qui disait à Clara que ce cheval avait déjà fait ce genre de voyage. Son genou lui faisait mal de façon constante, mais pas avec la douleur lancinante du premier jour. Le remède de la tante faisait encore effet. Elle pensait à Dale, elle pensait à ce qu'elle lui dirait, à ce qu'elle omettrait, et à quelle part de ce qui s'était passé dans ce camp lui appartenait de porter en privé. Certaines expériences de la frontière ne se traduisaient pas dans le langage de Fort Breer et de ses habitants, et elle était assez âgée pour savoir qu'essayer de les traduire détruisait parfois ce qu'elles avaient de vrai. Elle pensait aussi à ce que Nako avait vu en elle cette première nuit. Elle était assise sous un surplomb dans le noir, avec un feu mourant, un mauvais genou, pas de nourriture et aucun secours à attendre avant le matin. Il était sorti de l'obscurité, l'avait regardée et avait pris une décision en environ 3 secondes. Une décision qui lui avait coûté 3 jours de son temps et un cheval. Elle se demandait à quoi cette décision avait ressemblé de l'intérieur. Elle se demandait ce qu'il avait pensé en voyant son feu depuis le sentier. Elle se demandait quel genre d'homme regarde un étranger en difficulté dans le noir et décide sans hésitation que cette difficulté, c'est la sienne à résoudre. Les oreilles de la jument pivotèrent vers l'avant. Clara leva les yeux. À l'extrémité de la vallée, petite contre le blanc, 3 cavaliers venaient vers elle. Elle reconnut celui qui était en tête à sa façon de s'asseoir sur son cheval, même à cette distance. Trop en avant sur la selle, comme il en avait toujours eu l'habitude, une habitude que leur père avait essayé de corriger pendant des années. Elle reconnut le cheval bai aux larges épaules et la veste enroulée attachée à l'arrière de la selle. Dale. Elle arrêta la jument et les regarda venir, sentant quelque chose se desserrer dans sa poitrine qui était restée tendue pendant 4 jours. Quand il fut assez près pour voir son visage, il arrêta son cheval et resta là un moment à la regarder, de la façon dont un homme regarde quelque chose qu'il a eu peur de perdre. Clara, dit-il l'homme. Dale, dit-elle. Il combla la distance, plaça son cheval à côté du sien et lui attrapa la nuque, comme le font les grands frères quand ils ne vont pas pleurer pour quelque chose et s'en assurent une bien. Elle pressa brièvement son front contre son épaule, puis elle se redressa. « Je vais bien, dit-elle. Mon genou est mal en point, mais je vais bien. » Qu'est-il arrivé au chariot? Au fond d'un ravin à l'ouest du passage du ruisseau supérieur. La mule est partie. Ton cheval est parti. J'ai eu de l'aide. Il regarda la jument qu'il ne reconnaissait pas. Il regarda le paquet de nourriture attaché à sa selle. Il regarda son genou enveloppé de la peau et du cataplasme. Ce n'était pas son propre travail. Il ne posa pas la question à voix haute. Il la regardait d'une manière qui contenait déjà la question. « Quelqu'un m'a trouvé, dit Clara. Ils m'ont maintenu en vie pendant 3 jours, m'ont donné le cheval et m'ont dirigé vers toi. » Dale regarda le sentier qu'elle avait descendu. « Qui? » dit-il. Clara regarda en arrière vers la longue vallée blanche, les pins au-delà et la crête encore plus loin. « Quelqu'un qui n'était pas obligé, dit-elle. » Dale resta silencieux. Les 2 cavaliers avec lui s'étaient arrêtés à une distance respectueuse, regardant la neige. « Nous devrions bouger, dit Clara. Il va neiger à nouveau avant l'après-midi. » Dale regarda son genou une dernière fois. « Tu peux monter? »« Je monte depuis 2 heures déjà. » Il hocha la tête. Il tourna son cheval et elle tourna le sien. Et ils chevauchèrent ensemble vers l'est, à travers la vallée blanche et silencieuse. Et derrière eux, les montagnes se dressaient comme elles s'étaient toujours dressées, indifférentes, énormes et plus vieilles que tout ce qui est humain, gardant tous les secrets qu'on leur avait jamais confiés. Clara ne parla pas beaucoup sur le chemin du retour vers Fort Breer. Dale ne la poussa pas. Il la connaissait depuis assez longtemps pour savoir la différence entre quelqu'un qui n'a rien à dire et quelqu'un qui garde quelque chose près de soi jusqu'à ce qu'il le comprenne mieux lui-même. Il chevaucha à sa gauche pour la protéger du vent, et c'était suffisant. Les 2 hommes qui l'avaient accompagné étaient des hommes engagés du fort, des hommes qui faisaient leur travail, gardaient les yeux devant eux et n'étaient pas du genre à poser des questions sur les affaires d'une femme. Elle en était reconnaissante. Ils campèrent une fois avant le fort, dans un petit ravin bien abrité du vent. Dale fit du café, chauffa des haricots et ne dit presque rien, sauf pour vérifier son genou une fois de plus et hocher la tête à ce qu'il trouva. Le bandage au cataplasme faisait toujours son travail.
Il le toucha du doigt et quelque chose traversa son visage, qu'il dissimula rapidement. Celui qui a fait ce bandage savait ce qu'il faisait, dit-il. Oui, dit-elle. Il regarda le feu. Tu veux me raconter toute l'histoire? Pas ce soir. Il lui versa plus de café et ce fut la fin de la conversation. Elle s'allongea sous sa couverture et regarda les étoiles, qui étaient extraordinaires ici. Comme elles ne sont extraordinaires que lorsque vous avez eu assez peur pour que tout paraisse différent de l'autre côté. Elle pensa au camp dans les peupliers. Elle pensa à la jeune fille qui observait depuis les arbres. Elle pensa à la tante de Nako pressant ses doigts le long de l'enflure du genou avec la concentration de quelqu'un qui prenait le travail de guérison au sérieux et s'attendait à ce qu'il fonctionne. Elle pensa à ce que cela signifiait d'être aidé par un étranger. Ce n'était pas une petite chose et elle n'avait jamais pensé que c'en était une. Son père l'avait élevée avec une compréhension de l'échange propre à la frontière, que l'aide donnée était une aide qui devait être rendue en nature. Pas nécessairement à la même personne, mais à la prochaine personne qui en aurait besoin. La frontière fonctionnait sur ce système, elle le devait. Sans cela, les distances étaient trop grandes, les hivers trop longs et la terre trop vaste et impitoyable pour qu'une seule personne survive seule. Mais il y avait eu quelque chose dans ce que Nako avait fait qui dépassait l'échange pratique de l'aide frontalière. Il n'avait pas considéré sa situation comme une dette à recouvrer plus tard. Il l'avait vue comme une personne en difficulté dans le noir et avait simplement agi. Et sa famille l'avait hébergé, nourri, avait soigné son genou et l'avait renvoyé sur son chemin avec un cheval qu'elle n'avait pas demandé. Elle avait passé 3 jours dans ce camp à observer les gens vivre et travailler. Et elle n'avait rien vu qu'elle reconnaisse comme une menace. Elle avait vu une guérisseuse compétente et sérieuse. Elle avait vu une jeune fille curieuse de tout. Elle avait vu des chevaux bien soignés. Elle avait vu un homme qui connaissait la montagne sur laquelle il vivait mieux que quiconque elle n'ait jamais rencontré. Elle avait aussi vu, sans le vouloir exactement, que c'étaient des gens pour qui la vie qu'il menait n'allait pas être sûre bien longtemps. Elle savait ce qui se passait à travers le territoire. Elle avait vu le changement de son vivant, les forts qui se construisaient, les soldats qui se déplaçaient, les accords conclus et rompus. Elle avait entendu des hommes à Fort-Brier parler des Comanches de la manière abstraite dont les hommes parlent d'un problème qu'ils ont l'intention de résoudre, d'une manière qu'ils préfèrent ne pas examiner de près. Elle n'avait pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à cela, et elle le savait. Elle avait le pouvoir de se souvenir de ce qu'elle avait vu. Elle avait le pouvoir de le dire avec précision quand il fallait le dire. Elle arriva à Fort-Brier tard l'après-midi suivant, passant la porte principale sur la jument brune, dans un état sale, boiteux et vivant. Le médecin du fort regarda son genou et lui dit que c'était une mauvaise entorse et rien de plus, ce qu'elle savait déjà. Il regarda le bandage au cataplasme avec un sourcil levé. « Qui a fait ça? » dit-il. « Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, » dit-elle. C'était de la même chose qu'elle avait dit à Dale, parce que c'était de la chose la plus précise qu'elle sache. Elle trouva le commandant du fort le lendemain matin. Il s'appelait le colonel Atkins, un homme qu'elle connaissait depuis l'âge de 12 ans. Un homme droit qui était juste dans ses affaires et n'avait pas la cruauté de certains hommes à son poste, mais qui opérait au sein d'un système qui avait son propre élan et ne s'arrêtait pas pour des cas individuels. Elle s'assit en face de son bureau et lui raconta toute l'histoire. Le blizzard, le chariot, le cheval, la montagne, le froid, le feu qui s'éteignait et la neige qui tombait fort. Elle lui parla de Nako, elle lui parla du camp, elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu, clairement et spécifiquement, comme son père lui avait appris à témoigner d'une chose. Quand elle eut fini, le colonel Atkins se pencha en arrière dans sa chaise et la regarda un moment. Vous n'êtes pas la première personne à parler en bien de Comanche à titre individuel. Il dit, il y a des gens bien partout. Ce n'est pas tout ce que je dis, dit Clara. Je dis qu'il y a un petit groupe familial dans la région du Canyon supérieur, un camp d'hiver, 3 structures. Ils m'ont nourri, hébergé, m'ont donné des médicaments et un cheval. Je dis que lorsque vos patrouilles sortiront ce printemps, je vous demande de garder cela à l'esprit. Atkins regarda son bureau. Il prit un stylo et le reposa. Je le noterai, dit-il. Ce n'était pas une promesse. Elle ne s'attendait pas à une promesse. Elle s'attendait exactement à ça. Une note dans un registre qui pourrait signifier quelque chose ou rien du tout, selon la direction que prendraient les événements.
Merci, dit-elle, et elle se leva. Elle retourna dans la lumière froide et plate de la cour du fort et resta là un moment, les mains le long du corps. Dale attendait près de l'écurie. Il avait fait ça, aller là où elle pourrait passer sans être dramatique, juste être à proximité, comme il avait toujours été à proximité quand quelque chose était lourd. Comment ça s'est passé, dit-il. À peu près comme je m'y attendais, dit-elle. Il se mit à marcher à côté d'elle. Que veux-tu faire maintenant? Elle pensa à la jument brune qui était dans l'écurie en train de manger le meilleur grain du fort parce qu'elle avait insisté sur ce point dès son arrivée et dont elle avait l'intention de prendre soin mieux qu'elle n'avait jamais pris soin d'aucun cheval de sa vie. Elle pensa au dégel du printemps et à ce qu'il apporterait, et au choix qui serait fait par-dessus la tête de gens qui n'avaient pas leur mot à dire. Et elle pensa à Nako sur le sentier de montagne enneigé, marchant pour qu'elle puisse monter. « Je veux aller voir la jument, dit-elle. Et ensuite, je veux écrire des lettres. » Dale la regarda. « À qui? » « À des gens qui pourraient dire des choses utiles à des gens qui ont besoin de les entendre. » Elle fit une pause. « Je connais un juge territorial à Santa Fe. Je connais la femme d'un membre du Congrès à Saint-Louis qui écrit pour 3 journaux différents. Je connais un capitaine de l'armée à Denver qui ne pense pas que tout soit aussi simple que certains de ses collègues semblent le croire. » Dale resta silencieux un moment. « Ça fait beaucoup de lettres. J'ai beaucoup à dire. » Il hocha la tête. C'était tout. Il avait toujours été doué pour savoir quand quelque chose était déjà décidé. Ils entrèrent dans l'écurie et la jument brune tourna la tête au son des pas de Clara et avança son nez pour la chercher. Clara posa sa main sur le visage du cheval et resta là, dans l'obscurité chaude et odorante de la paille, et pensa à un cheval tacheté sur un sentier de montagne enneigé, et à un feu maintenu en vie toute la nuit par des mains qui n'avaient aucune raison de le faire, à un petit bol de nourriture passé à travers un feu entre des étrangers qui ne partageaient pas une langue mais avaient réussi, d'une manière ou d'une autre, à se comprendre clairement. Elle ne savait pas si les lettres aideraient. Elle ne savait pas si quoi que ce soit qu'elle puisse faire depuis l'intérieur de Fort Breer changerait la direction de ce qui allait arriver. Elle savait qu'elle était en vie parce que quelqu'un l'avait trouvée dans le noir et avait décidé, sans hésitation, que sa vie valait la peine d'être sauvée. Elle devait cela du mieux qu'elle pouvait. Elle allait le faire. Dehors, le vent se leva et le drapeau claqua contre son mât. Et quelque part au-delà des murs du fort, les montagnes se dressaient, blanches et énormes dans la lumière de fin d'après-midi, gardant leur propre secret comme elles l'avaient toujours fait, comme elles le feraient toujours, bien après que chaque personne de cette histoire ait disparu. Mais l'histoire elle-même resterait. Les histoires de ce genre le font toujours. Et les voyagent comme le font les choses vraies, non pas à travers les archives officielles, les journaux ou les registres des commandants coloniaux, mais de bouche à oreille, d'un feu de camp à l'autre, portés par les voix des gens qui étaient là ou connaissaient quelqu'un qui y était, transmises de génération en génération comme on passe le feu, touchant la mèche suivante avant que l'ancienne ne s'éteigne. Clara Webb raconta son histoire. Elle la raconta d'abord dans des lettres, puis en personne au juge, à la femme du membre du Congrès, au capitaine de l'armée et à une douzaine d'autres après cela. Elle la raconta simplement, sans fioriture, comme son père lui avait appris à témoigner d'une chose. Elle ne pouvait pas parler pour Nako, ni pour sa famille, ni pour quiconque n'avait pas été à ce camp dans les peupliers. Elle était claire à ce sujet. Elle parlait de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle savait être vrai, et de ce qu'elle devait à la dette de sa propre vie. Savoir si c'était suffisant était une question à laquelle la montagne répondrait peut-être un jour. Elle avait fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. La jument brune était au chaud dans l'écurie. Les lettres étaient écrites. Les montagnes attendaient. Et quelque part dans la région des canyons au-dessus de Fort Breer, si les patrouilles avançaient prudemment et que le printemps n'apportait pas le pire de ce que certains planifiaient déjà, un cheval tacheté avançait à travers les pins, le pied sûr dans la neige. Il portait un cavalier qui, un jour, avait vu un feu faiblir dans le noir et avait chevauché vers lui au lieu de s'en éloigner. C'était toute l'histoire. C'était suffisant.